Ça marche en tabarnak. Incroyable, c'est incroyable. C'est pas hyper facile à manœuvrer. Parfait. On dépose comme ça, ouais. C'est notre travail à nous aussi à sensibiliser les gens. La population, malheureusement, semble assez stable. Le but, c'est de stopper ce déclin-là de la population de kangourous. Ils sont tenaces, hein? Grand comme 3 fois la France, le Québec est un immense territoire très boisé. À elle seule, la forêt québécoise représente 1,5 fois la France. 1 million de lacs et des milliers de rivières émaillent le paysage, dominé par le majestueux fleuve Saint-Laurent, qui scinde le Québec en deux avant de se jeter dans l'Atlantique. Très peu peuplé, le Québec abrite une vie animale riche et prolifique. L'emblème du pays n'est-il d'ailleurs pas le castor ? Préserver ce patrimoine naturel n'est pas si évident, car les ressources naturelles du pays sont exploitées, parfois à grande échelle depuis des siècles. Une large part de l'économie du Québec repose sur l'exploitation des forêts. N'oublions pas que cet État canadien est le 2e producteur mondial de pâte à papier. Et qui dit coupe, dit modification profonde des écosystèmes et perturbation de l'habitat d'une faune qui peine parfois à trouver sa place. Proche de la nature dans l'âme, les Québécois ont pris conscience de la nécessité de préserver leur environnement très tôt. Les premiers parcs naturels voient le jour dès 1895. Mais étonnamment, la chasse y a souvent été autorisée jusque dans les années 70, mettant en péril la survie des espèces les plus fragiles. Aujourd'hui, nombreux sont les biologistes, scientifiques ou simples passionnés qui ont décidé de cohabiter plus harmonieusement avec leur environnement. Ce sont ces personnes que je vais aller rencontrer pour mieux comprendre ce qui les anime et au besoin, leur donner un coup de main. J'espère ne pas avoir trop de la misère, comme on dit ici. Mon séjour au Québec commence dans la ville de Québec, la capitale nationale de la province. Dominée par l'hôtel de Frontenac, la vieille ville du XVIIe siècle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. Québec a joué un grand rôle dans l'histoire de la Nouvelle-France, dont la fortune s'est construite sur le commerce des peaux et l'exploitation forestière. Cette industrie, je vais le découvrir, a modifié les écosystèmes au cours des siècles. Mais pour l'heure, pas trop le temps de faire du tourisme. Il faut que je m'équipe pour mon premier rendez-vous, qui aura lieu avec l'un des emblèmes du Québec, le castor. Et qui dit castor dit lac ou rivière. J'ai donc besoin de cuissardes pour suivre leurs traces. Au Québec, les activités de plein air sont presque une religion, et je n'ai aucun mal à trouver la boutique idéale. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je cherche des cuissardes. Oui. Je dois aller au castor demain. Parfait. Et j'ai besoin de grandes bottes. Parfait. J'aurais besoin de modèles antidérapants? J'ai aucune idée. Aucune idée? J'ai aucune idée. Vous avez les cuissardes comme ça, qui vont monter jusqu'à la taille, jusqu'en haut de la cuisse. Vous avez un feutre qui va vous empêcher de déraper si vous marchez sur des pierres. Et ça va dans l'eau, j'imagine, maintenant. Oui, c'est ça. Ah oui, ça me plaît. C'est à ma taille en plus. J'essaye une salopette pour voir. Bon, déjà, il me faut 1 heure pour m'habiller. Pas mal. Ouais, c'est fait pour le trappeur canadien, ça pas pour la petite minette. Effectivement. Généralement, on met un bon manteau en dessous d'une salopette comme ça. Oui, je peux en mettre 2. Bon, cuissarde avec de la feutrine. Je prends ça.
Solidement équipé, je fais route pour la réserve faunique des Laurentides, à 1 heure de Québec. Près de 2000 lacs s'égrènent dans cette réserve de 8000 km². Contrairement aux parcs nationaux, les réserves fauniques autorisent la chasse et la pêche. C'est même le revenu principal de ces réserves. Chaque année, 1 million de permis de pêche sont émis. Préserver les populations de poissons est donc primordial non seulement pour l'écosystème, mais surtout pour l'économie du tourisme et de la pêche. Parfois, il y a compétition pour le territoire entre les espèces. Je vais rencontrer un biologiste pour mieux comprendre cette situation. Bonjour. Bonjour, je Ça va suis bien? Gaëtan. Gaëtan Venez. Fournier. Enchanté. Enchanté. Vous êtes l'homme au castor. Oui, si on veut. Extra. Ça me va, il me faut mes bottes. Oui, on va travailler ça. un petit peu. On va aller voir dans les premiers temps les dommages que les castors peuvent occasionner sur une frayère. D'accord. Donc, à cet endroit-là, les castors ont déjà été capturés au préalable. On a capturé une famille au complet, 6 individus. Ils ont été relocalisés ailleurs. Il y a combien de temps? La semaine dernière. D'accord. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça peut emporter comme problématique au niveau des cours d'eau. La retenue d'eau des castors fait en sorte qu'il y a très peu d'écoulement d'eau. Ça peut apporter beaucoup de mortalité chez les jeunes poissons. Donc, on va aller jeter un œil. On va partir, si on veut, d'aval en amont. Puis, on va regarder l'étendue des dégâts. Ça, c'est pas... Bien, le trappeur. Oh, je suis plus petite, moi, je vais sombrer. Viens-t'en, je te suis. Ou alors, je vais marcher Je sur te l'eau. tiens. Ouais, suis mes pas. Je vais y aller comme Je un vais essayer chat. de trouver le bon passage. Effectivement, les cuissardes sont de rigueur. Le pire, c'est vraiment la zone d'estuaire parce que tu vois ici, déjà le fond est plus solide. Ouais. Le truc, c'est d'avancer continuellement puis d'avoir un mouvement de pied rapide pour pas prendre trop le fond. Et hop, je l'ai fait. J'ai eu le mouvement rapide. C'est bon, parfait. Baptisé. Ça va aller? Oui, ça va aller très bien. Attends. On est des guerriers. Le travail des biologistes consiste à aménager les cours d'eau pour faciliter la tâche aux truites. Comme les saumons, les truites remontent le courant pour se reproduire. En créant des seuils artificiels, les biologistes aident les truites à remonter plus facilement les rivières. Donc là, on arrive vraiment dans une zone aménagée. On va avoir une série de seuils. Et dans la partie plus basse, il y a toujours plus d'eau. Donc, il faut faire attention pour remplir nos bottes. Et il faut toujours enjamber les seuils de cette façon-là pour ne pas les déstabiliser. D'accord. OK? Fais comme toi. Comment c'était avant? Dans un cours d'eau naturel, souvent, les pierres sont éparses dans le cours d'eau et l'eau va un peu être fuyante au travers de tout ça. Là, en réaménageant ça, on se trouve à déplacer les pierres, on crée des zones de seuil qui va accélérer le courant et en arrière, ça va aménager une petite fosse par l'effet de l'eau et ça va faire un bassin qui va permettre aux poissons d'avoir suffisamment d'eau pour monter un obstacle. Parce qu'on voit à partir d'ici, la pente, elle va vraiment s'accentuer. Un travail d'aménagement titanesque des rivières réduit à néant si des castors construisent un barrage en amont. OK, on aperçoit la vraie structure, là. Le barrage principal. Ah oui, incroyable. À partir de ce niveau-là, on voit la retenue d'eau. On a à peu près 1 mètre de retenue d'eau. 1 mètre, là, sur un lac qui a peut-être quoi? 40 hectares. Ouais. Ça fait beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de mètres cubes. Ouais. Incroyable. C'est vraiment hermétique. Parfait. Encore un petit coup là-haut. Encore un coup. Ah, tiens. Pour démonter ce barrage, il faut y aller progressivement, sans quoi il y a risque d'inondation. On voit qu'il y a des années de pratique. On va seulement créer un écoulement dans la partie centrale. Les arbres, ils sont mis comme ça, hein, c'est ça? Oui. Donc ils coupent un tronc avec des branches, ils mettent ça bien. Bien ancré dans le fond. Donc le tronc planté dans le sol et les branchages vers le haut. De façon à que, de toute façon, tout ce qui est amené par le cours d'eau se bloque Un dedans. capteur. Et ça vient colmater. Et en plus, ils vont apporter eux-mêmes des pierres, de la boue. Oui. Et des herbacées pour s'assurer de le faire Regarde. le plus étanche possible.
Le but ultime, c'est de rehausser le niveau d'eau pour pouvoir accéder de la nourriture qui est en périphérie. Ouais. Donc, plus ils vont monter le niveau d'eau, plus ils peuvent aller chercher des essences feuillues qui sont loin de la berge. Ça les protège des prédateurs. Ici, c'est des territoires où il y a quand même des bonnes populations de loups et d'ours noirs. Donc, à ce moment-là, tant qu'ils sont dans l'eau, ils sont Ouais, vraiment... tant qu'il est dans l'eau, le castor, il est très bien. Ouais. Par Rapide terre, et vif. ouais, au sol, Il vaut rien. une proie facile. Je me sens un peu coupable d'avoir détruit leur barrage, mais Gaëtan me rassure. Aucun barrage n'est détruit sans que les castors ne soient relocalisés dans des zones où leur présence ne nuira pas aux poissons. Il faut d'abord les capturer. C'est ce piège-là qu'on a déguisé un peu. Oui, c'est ça. Donc, on a fait Camouflé. une capture, il a été réinstallé, mais il va falloir là, remettre des branches pour faire en sorte de présenter une certaine appât, puis en même temps de la nourriture qui va être disponible durant sa période de contention. D'accord. Doté d'un très bon odorat, le castor est aussi très territorial. Il ne supporte pas la présence d'un autre. Rien de tel que l'odeur d'un mâle rival pour l'attirer dans le piège. On va mettre la recette magique. Je suis maudite, moi, j'en ai... C'est bon. C'est bon. Donc, je laisse toujours des gros morceaux de glande de castor à l'intérieur. Et on est généreux de nature, donc on va en piquer un gros morceau. Bien ancré, un beau gros morceau. Et on fait attention de ne pas contaminer le pourtour du site. Il faut vraiment que l'odeur soit un endroit très concentré. L'animal va toujours chercher un contact avec le nez positionné directement sur l'endroit où l'odeur est le plus puissant. Il ne sera jamais plus puissant qu'un morceau de glande. Oui, bien sûr. Fait que comme ça, c'est l'idéal. Des pièges comme ça, Gaëtan va en poser dans toutes les zones où la présence du castor pose problème. Un travail qu'il poursuit jusqu'à la nuit tombée. Perturbé par notre présence, mais plus encore par l'odeur émise par le piège, le castor montre des signes de nervosité. Ça a l'air de bien marcher, hein, parce qu'ils sont agités. Ah oui, très, très bien. On bouge trop. J'essaie de pas bouger mais avec les moustiques. Non, c'est correct. Non, les petits mouvements, c'est OK. Qu'est-ce qu'on fait? On le déplace tout de suite, celui-là. Non, on va le laisser pour la nuit. On a tout simplement sécurisé la cage pour éviter qu'il se libère. Puis, le fait qu'il soit capturé, l'autre va venir en périphérie, il va découvrir l'autre cage. Et demain matin, possiblement qu'on aura la deuxième capture. Ça va nous permettre de relocaliser le couple du même coup. Si on a qu'un demain matin. On va devoir le libérer quand même. Puis, on va poursuivre la capture. Puis, le lendemain, si on fait la seconde capture, on va aller la relocaliser au même endroit que celui-là. D'accord. Tu ne sépares pas les couples. Non. Très important. Parfait. Au petit matin, port de lunettes de soleil obligatoire. Les moustiques ont été sans pitié. Je vais garder les lunettes de soleil. Ah si oui, tu veux d'accord. bien. Ouais, je me suis fait un petit plan cabane au Canada. Oh! Je me suis battue avec un ours. Donc Avec je vais rester un comme ours? ça. Ouais. OK. Je vais foutre la trouille. C'est qui le gagnant? L'ours ou toi? Je sais L'ours pas. est plus amoché. OK, donc Alors? on a un de capturé, celui d'hier, puis finalement l'autre, possiblement trop d'activité hier. On a été quand même beaucoup présents sur les lieux. Là. Il n'est pas revenu. L'autre cage est ouais, intacte. l'autre cage est toujours armée. Oui, elle est toujours armée. Il n'y a pas eu rien de dérangé. Donc, on va mettre nos bottes, Oui. puis on va aller récupérer l'animal. On y va.
rendu ensemble hier. Gaëtan va relocaliser le castor dans un plan d'eau à quelques kilomètres de là, mais sans voie d'accès au lac où il a été capturé. Dans son nouvel habitat, il ne dérangera plus personne. On dépose comme ça, ouais. Chaque année, Gaëtan relocalise ainsi une centaine de castors. Ses efforts ne sont pas vains. Les truites ont fait leur réapparition dans de nombreux lacs, pour le plus grand bonheur des pêcheurs. Ma route se poursuit à Tadoussac, au confluent du fjord du Saguenay et du Saint-Laurent. Un lieu mondialement célèbre pour l'observation des baleines. Les cétacés viennent s'y nourrir en grand nombre entre la mi-juin et la mi-septembre. Cet écosystème unique doit être protégé. C'est l'une des missions des scientifiques du parc marin qui travaillent à une meilleure compréhension du milieu aquatique pour mieux le préserver. Bonjour. Je cherche le bateau de Parc Canada. Je crois que je suis au bon endroit. Bonjour. À bord. Bonjour. Bienvenue à bord. Je suis Manaïg. Bonjour, Enchantée. Nadia. Ça fait plaisir. Manaïg. Enchantée. Enchanté. On est prêt à partir? Oui. L'équipe, on peut aller Ah voir oui. le reste de l'équipe à Tu l'intérieur. vois, on m'a amené un gilet. Parfait. Oui. Tu peux remonter la bouée? Ouais. S'il vous plaît. La mettre ici. Tu le mets par-dessus? C'est parfait. Si les fonds marins sont si riches en plancton et en poissons, c'est qu'il existe une sorte de montagne sous-marine au confluent du fleuve et du fjord. C'est ce relief, en servant de tremplin, qui permet aux eaux profondes, riches en nutriments, de se mélanger aux eaux superficielles, attirant le zooplancton et les poissons. Une aubaine pour les prédateurs, qu'ils vivent en mer ou dans les airs. Cet éco-sondeur-là, c'est un éco-sondeur scientifique. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement le fond, mais ce qui est dans la colonne d'eau, c'est-à-dire la nourriture pour les baleines. D'accord. Avec notre système, c'est le krill et les petits poissons qu'on peut détecter, ou les plus gros poissons aussi. Mais jusqu'au krill. c'est vraiment pas le plancton minuscule, on peut pas le détecter. Mais du krill, environ cette taille-ci, on peut le détecter avec ce système. Et on fait ça à tous les semaines pour mesurer le changement dans l'écosystème, le changement dans la nourriture disponible pour les animaux, les baleines surtout. Donc, c'est tout ça, on essaie de comprendre comment est-ce que les sources de nourriture changent au cours d'une saison et entre les saisons pour les mammifères marins qui viennent dans le parc marin pour s'alimenter. Pardon? Le bateau ici est en rouge, donc on va suivre les lignes. Ça, c'est nos transects qui couvrent l'ensemble de l'embouchure. C'est le parcours qu'on va suivre ce matin. Nous, ce qui nous intéresse de façon générale, de façon plus importante, c'est la nourriture des baleines, mais nous faisons aussi les oiseaux. Parce qu'en fait, c'est un projet sur comment est-ce que la nourriture influence la biodiversité des prédateurs dans le parc. Donc, les baleines, les phoques et les oiseaux. Salut tout le monde, merci beaucoup. C'était super, je me suis régalée. Un plaisir. Et bon courage pour vos... Bonjour! Bravo. À la Merci, prochaine. Nadia, c'était super sympa. Super. Allez. Une belle après-midi avec Manuela. Oui, j'y vais. Merci beaucoup. Salut. Je me décide, un peu à reculons, à participer à une excursion touristique en mer. L'observation des baleines est une véritable industrie ici et fait vivre toute la ville durant l'été. Si je comprends sans problème que les habitants profitent de cette manne de la nature, je reste très perplexe quant aux effets de ce tourisme sur les cétacés. Comment tolèrent-ils la présence de tous ces bateaux et zodiaques? Le parc marin a instauré des règles strictes. Les bateaux ne peuvent s'approcher à plus de 200 mètres des cétacés et même 400 mètres pour les espèces les plus menacées. Égard aux contrevenants qui peuvent perdre leur licence. Encore faut-il qu'ils soient pris en flagrant patrouille maritime du parc. Il
faut bien l'avouer, le spectacle est assez magique. Rorquals, marsouins, baleines à bosse et baleines bleues, sans oublier les phoques, fréquentent la zone pour le plus grand bonheur des touristes. On a un peu l'impression d'assister à un feu d'artifice, attendant que l'un des cétacés daigne nous montrer sa queue, l'acmé du spectacle. Difficile d'imaginer que jusqu'aux années 70, on pratiquait ici encore la chasse à la baleine. T'as connu, toi, la chasse à la baleine? Oui, moi, les derniers qui ont chassé les baleines ici, c'est mon père. Ouais. Les derniers chasseurs de baleines ici. Et c'était spécialement la chasse au beluga? Ouais, beaucoup de chasse au beluga. Il y avait des petites baleines aussi, comme le petit rorqual, le marsouin, comme... c'est surtout des petites baleines. Parce qu'avec les moyens qu'il y avait dans le temps, ils faisaient ça en des canots à rame ou des canots avec des petits moteurs. Ouais. Avec la création du parc marin en 1998, les chasseurs se sont reconvertis dans le tourisme. Et notre travail à nous aussi à sensibiliser les gens. C'est pour ça qu'on utilise des moteurs 4 tanks, il n'y a plus de pollution, il n'y a plus de perte d'huile, les consommations sont minimes. C'est un peu plus cher, mais c'est beaucoup plus écologique et beaucoup plus silencieux aussi. Merci. Et c'est ça. Vous avez aimé, oui? Ouais, c'est bien quand même. Et puis de sortir avec... Dans ces conditions, je trouve que c'est bien. Ok, je ne boude pas mon plaisir, mais je pense quand même que tous ces moteurs doivent fortement nuire à la tranquillité des cétacés. Je préfère de loin l'observation à distance, depuis la côte, même si ça se mérite. Il faut parcourir 4,5 km à pied et en vélo pour rejoindre la baie Sainte-Marguerite, site d'observation de la star du parc, le beluga du Saint-Laurent. Qu'est-ce qui se passe exactement là-bas? Bien, il y a une intervention du bateau des patrouilleurs du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent parce que bon, les embarcations sont exclues d'une certaine zone ici pour la protection du beluga. Donc, c'est une zone sensible que le beluga utilise beaucoup ici à la baie Sainte-Marguerite. Donc, on essaie vraiment de protéger là, un habitat qui est très important pour cette espèce-là. Quel que soit le type d'embarcation, j'ai vu que c'était des kayaks. Oui, quel que soit le type d'embarcation, donc plaisanciers de tous les types, que ce soit un kayakiste, un bateau à voile, un zodiac, peu importe. Là, c'est vraiment une zone d'exclusion, y compris pour les plongeurs ou les nageurs qui seraient tentés d'aller se rapprocher des belugas. Ah, ils sont en train d'être arraisonnés. Voilà. Ça arrive malheureusement quand même assez régulièrement ici à la baie Sainte-Marguerite. Comme si les gens étaient aussi curieux finalement que le beluga, puis étaient contents de s'en approcher, mais malheureusement, ça peut créer beaucoup de dérangements là, au niveau de l'espèce, que ce soit au niveau des jeunes. Parfois, on pense que les femelles sont peut-être ici pour éduquer et élever les jeunes, leur apprendre à chasser possiblement. Malgré toutes les protections, la population de beluga du Saint-Laurent n'augmente pas vraiment. La population, malheureusement, semble assez stable ces dernières années. Donc, elle est évaluée à plus ou moins 1000 individus, effectivement. Les belugas du Saint-Laurent font l'objet d'une attention toute particulière car ils sont classés en voie de disparition depuis 1983. La chasse intensive qui a duré jusqu'aux années 70 est sans conteste la principale cause de leur déclin. Pour la seule période de 1880 à 1950, elle a causé la mort de près de 15 000 individus. Désormais ultra protégés, les belugas du Saint-Laurent sont pourtant toujours menacés, en particulier par la pollution due à la présence de produits toxiques dans l'eau. Je quitte le parc marin du Saguenay pour rejoindre par le ferry la Gaspésie. Large péninsule s'avançant dans le golfe du Saint-Laurent, ces côtes ont longtemps représenté l'entrée d'un pays convoité et la fin d'un long voyage à travers
Très peu peuplée, la Gaspésie est une terre de marins. Mais ce ne sont pas tant les côtes que l'intérieur de la péninsule qui m'intéresse aujourd'hui. Je vais tenter de voir les caribous du parc national de la Gaspésie qui sont menacés de disparition. Avec Denis Desjardins, garde-parc, j'entame l'ascension du mont Jacques-Cartier qui culmine à 1268 mètres d'altitude. C'est le deuxième plus haut sommet du Québec. Et donc tout ça, c'est l'altitude du caribou. Oui, exactement. Là où on Exact. Donc, la forêt boréale ici, donc à plus de 1000 mètres d'altitude. Et puis là, on se dirige vers la toundra alpine. Tu vas m'expliquer, c'est quoi exactement une forêt boréale, pour qu'on comprenne? Mais la forêt boréale, c'est vraiment c'est une forêt nordique. Ici, la forêt boréale, elle est composée de la sapinière à bouleau blanc. Séparée des autres caribous du nord du Québec depuis environ 200 ans, cette population gaspésienne s'est adaptée à cet habitat bien spécifique. La forêt boréale et la toundra alpine. Elle tire la moitié de ses ressources alimentaires hivernales du lichen, qui ne pousse que sur les conifères adultes. Je retrouve au sommet Frédéric et Alexandra, deux biologistes partis en éclaireur pour repérer les caribous à l'aide de télémétrie. Des individus ont été capturés et munis de colliers émetteurs. Cela permet aux deux scientifiques de suivre les populations et leurs mouvements. Deux là? OK. Combien est-ce qu'ils sont ici? Le nombre exact, on ne le sait pas. Par contre, lors des inventaires, en fait, on fait des survols aériens en hélicoptère à l'automne. Je dis on, mais c'est plutôt l'équipe du ministère des Ressources naturelles qui s'occupe de l'inventaire. Et ils font des survols et ils dénombrent entre 75 et 100. Donc en tout, dans le parc national de Gaspésie, on va trouver une centaine de caribous. Oui, au maximum. Si on recule au premier inventaire, c'était estimé entre 750 et 1500 caribous. Depuis ce premier inventaire en 1953, la population de caribous n'a cessé de décroître. Il n'était plus que 140 en 2001. Malgré l'arrêt de la chasse en 1949, la population a continué de souffrir des activités humaines. Les coupes forestières qui ont duré jusqu'à la fin des années 70 ont profondément affecté l'habitat des caribous. La disparition des conifères leur a ôté leur nourriture hivernale, le lichen, tout en favorisant la repousse de feuillus, prisés des orignaux et des cerfs de Virginie. La prolifération de ces cervidés a alors attiré les prédateurs, tels le coyote ou l'ours noir, qui raffolent des fans des caribous. Une population qui intéresse tout particulièrement les scientifiques. On va sur le terrain pour faire de la télémétrie parce que vous avez quand même besoin d'observer les animaux. Les femelles, on veut savoir quand ils mettent bas, lesquels mettent bas. Et on fait un suivi tout au long de l'été pour voir les fans, leur survie. On veut également voir leur comportement. Donc, les caribous qui sont suivis, on veut savoir est-ce qu'ils sont plutôt solitaires, qu'ils sont plutôt grégaires, parce qu'ici, les caribous ont plutôt tendance à se tenir en groupe. Voir aussi également si leur utilisation de l'habitat, plus visuellement, plus à fine échelle, et voir comment les autres aussi sont perturbés par soit nous, les humains, ou plutôt les prédateurs quand on en voit aussi en montagne. Le but, c'est de stopper ce déclin-là de la population de caribous. C'est des questions qu'on peut se poser et qu'on veut répondre. Le taux de fécondité des femelles, est-ce que la population commence à vieillir et les femelles sont moins en bonne condition? Est-ce qu'on peut même aller au niveau de la génétique? Vu que le nombre d'individus baisse toujours, est-ce qu'il commence à avoir un peu de consanguinité, des problèmes génétiques qui pourraient s'installer? Ça aussi, le programme de recherche vise à connaître, à approfondir ces connaissances-là. En faisant quelques études génétiques, on pourrait retrouver le caribou des bois le plus proche et en remettre quelques-uns. La réintroduction de d'autres individus, c'est toujours risqué. Ici, on est en milieu alpin.
ce qui presque aucun autre caribou au Québec a comme habitude. D'accord. Donc lui ici, il fait quelques migrations attitudinales, sont faibles, mais ils sont présents. Tandis que les caribous forestiers, par exemple, eux vont en domaine vital exclusivement forestier, ils n'utilisent pas de toundra. Si on prendrait les caribous toundriques, eux font des immenses migrations. Et là, le caribou partirait d'ici pour aller jusqu'à Montréal, par exemple. Ouais. C'est des distances qui sont à peu près équivalentes. Ce qui veut dire que comme ils sont pas séparés depuis très longtemps, même si tu trouves des animaux génétiquement proches, Ouais. tu trouveras des animaux qui n'ont pas le même habitat et qui n'arriveront pas à Exactement. s'adapter. Donc la Exactement. réintroduction est compliquée. C'est compliqué et c'est vraiment probablement le dernier... Ce sera votre dernier recours. Exactement. On continue notre petite tournée et puis OK. on vous laisse faire vos Nous, mesures. Exactement. Nous, on va faire nos relevés de Exactement. comportement. C'est bien. Bonne continuation. OK. On se retrouve Bonne peut-être journée, en bas. là. Salut. Bonne chance. Salut. On va pas? Oui. Nous poursuivons la randonnée en respectant scrupuleusement les règles imposées par le parc. Il est formellement interdit de quitter le sentier indiqué par les monticules de pierre, les cairns. La présence des randonneurs pourrait aussi expliquer le déclin des caribous. Ce dérangement pousserait les cervidés à rester vigilants et consacrer moins de temps à s'alimenter ou à se reposer. Raison pour laquelle les promeneurs ne sont autorisés que de 10h du matin à 14h30. On résume. La meilleure façon de protéger les caribous, c'est de leur ficher la paix. C'est quand même un bel échange, un beau partage ou, je dirais, un beau respect des randonneurs actuellement. Là, ce qui n'était pas le cas dans les années 70, les années 80, où là, les gens ici sortaient un peu partout. Puis on voit qu'aujourd'hui, avec la sensibilisation qu'on fait dans le parc, autant au niveau des panneaux d'interprétation que des activités qu'on fait ici, les gens respectent de plus en plus cette réglementation-là, puis beaucoup plus sensibles également à cette fragilité, autant de l'habitat, mais de la population. Et de plus en plus, les gens comprennent, puis on voit aujourd'hui un bel exemple là, à ce niveau-là. Dans les sommets, la météo change en quelques minutes. C'est dans un brouillard épais que nous redescendons du mont Jacques-Cartier, accompagné par un caribou curieux. Frigorifié et en manque d'énergie, je m'offre un détour par une cabane à sucre. C'est l'endroit où l'on produit le sirop d'érable. Depuis 1985, Jean-Paul Lavoie gère cette entreprise familiale. Il est acériculteur. Je le retrouve au milieu d'une étonnante forêt de tubes. Ah voilà l'érablière. Oui. C'est tout un réseau tubulaire. C'est incroyable. C'est sûr qu'à chaque année, on dit qu'il faut aller les visiter, il faut faire une entaille. Et alors, tu vas jusqu'à quelle profondeur? 6 mm de profondeur. 6 mm? Oui. Mais c'est rien ça. Je pensais que tu allais au cœur de l'arbre. Non, il ne faut pas aller trop loin non plus parce qu'il faut pas l'abîmer. Il faut respecter le... On a toujours une charte à respecter. Puis c'est toujours pour protéger l'arbre et son environnement. Oui, bien sûr. Ici, c'est le trou de la dernière saison du printemps 2013. Le chalumeau, c'est ça. Ouais, c'est lui qu'on va brancher à l'érable. Tu mets juste ça comme ça? Et voilà. Un Comme coup de ça. perceuse et ça? Un coup de perceuse et un petit coup de marteau pour qu'il tienne bien là. Puis, on le referme ici. Il ne reste plus à l'eau d'érable qu'à couler goutte par goutte dans les tuyaux. C'est une eau qui est très claire. Ça ressemble à une eau potable. Mais c'est une eau qui est sucrée, mais c'est pas sucré tant que ça non plus. C'est environ... Au début de saison, elle peut être à 1 % de sucre. Puis plus qu'on avance dans la saison, on va monter à 3, peut-être 4 % de sucre. Excellent. Ça s'appelle l'enfer. Oui. C'est ce qui produit, qui va transformer l'eau d'érable en sirop, qui a un sirop de 66 % de sucre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est les brûleurs. C'est ce qui va donner la chaleur pour faire l'évaporation.
Bon, on va goûter tout ça? Oui. Ça me paraît bien. On appelle ça se sucrer le bec. Ouais, se sucrer le Se bec, sucrer le bec, j'adore. ouais. J'adore. Très bien. Allez. Se sucrer le bec, c'est mignon. Vous savez quoi, on fait ça cul sec? Oui. Santé. Beurre d'érable, tir à sucre, sucre dur, cassonade, le sirop d'érable se décline sous toutes ses formes. Je vais faire une overdose dessus. Il n'y a rien de rajouté, il n'y a pas d'agent de conservation. C'est juste par différentes méthodes qu'on peut obtenir ces différents produits. Et puis tes arbres, tu les traites pas pour quoi que ce soit? Non. Ils sont en pleine santé, tu mets pas d'engrais, pas de Non. pesticides. Ils n'ont pas de maladie. Non. C'est complètement naturel. Bio, délicieux, le sirop d'érable permet aussi de protéger les forêts, car la coupe d'érable y est interdite. À consommer donc sans modération. Je quitte la Gaspésie pour retourner sur l'autre rive du Saint-Laurent, plus précisément au parc national de la Mauricie, entre Montréal et Québec. Cette région a été exploitée dès le milieu du 19e siècle par l'industrie forestière. Au début du 20e siècle, la Mauricie devient la capitale mondiale de la production de papier journal. Et forcément, une telle exploitation a laissé des traces. Dès les années 80, Michel Plante se rend compte que les écosystèmes souffrent toujours de l'exploitation sylvestre passée. Là, tu vois ici une bille de bois qui a été sciée. Cette bille de bois-là a probablement une centaine d'années et plus maintenant. Ce qu'on voit ici, c'est un corridor où le bois était transporté à l'époque. En fait, la dernière période connue est au début du 20e siècle. Autour de 1910 à peu près, 1905-1910, il y a eu des travaux qui ont été faits ici. Donc, l'ensemble du corridor du ruisseau a été aménagé pour permettre le passage de billes de cette dimension-là et plus, probablement, jusqu'à la rivière Saint-Maurice, qui se situe à peu près à 5 km plus à l'aval. Et donc la problématique du parc aujourd'hui, c'est que même si l'endroit est protégé, tout le parc, tous les cours d'eau, toutes les voies d'eau, en fait, gardent les stigmates des décennies après de l'exploitation du bois. Absolument. Absolument, avec des effets écologiques importants. En fait, il y a beaucoup de pertes de bois qui ont été recensées à l'époque. On parle, selon les auteurs, de 10 à voire 15 % de pertes de bois qui ont été laissées sur place. Ces bois-là, éventuellement, surtout sur les lacs, ont fini par couler et on les retrouve sur les fonds. Donc, ça a modifié considérablement le fond des lacs et particulièrement les berges. Ce qu'on perçoit ici, c'est en fait une accumulation de bois. Il y a plusieurs épaisseurs de bois, et ceci jusqu'au fond. Si on allait voir un petit peu en plus en profondeur, on verrait qu'il y a probablement une accumulation de sédiments qui, à la limite, va couvrir certaines billes. Les billes du fond vont être couvertes complètement, et le sédiment monte. Qui dit sédiment dit vieillissement du plan d'eau. On va parler de perte d'oxygène dans certains cas et de modification de ce qu'on appelait l'habitat original du poisson. L'espèce principale ici, l'ombre de fontaine, est très, très, très sensible au taux d'oxygène. Et s'il y a des pertes d'oxygène dans certains endroits, ça peut être considéré comme une perte d'habitat complète pour l'espèce. Et qui dit perte d'habitat, dit disparition des poissons. L'omble fontaine dont parle Michel, que nous appelons la truite mouchetée, a ainsi disparu des plans d'eau où les billots de bois se sont accumulés. Michel m'emmène au lac Raide où le problème a été pris à bras-le-corps. Alors la problématique sur ce lac-là, c'est quoi? On veut aider la truite, donc on enlève les billes de bois en espérant qu'on va pouvoir dégager les frayères et que ça redonne l'espace de reproduction aux truites. Le deuxième élément, bien évidemment, c'est de redonner l'aspect naturel au lac. On voit ici un des membres de l'équipe qui arrive avec une embarcation et lui va pouvoir vous montrer comment se font les opérations en réalité. Génial. Et vous allez probablement pouvoir participer aussi. Bon, je te laisse et j'embarque avec lui. Ça me fait plaisir, allez-y. Attention à la costelle. Bonjour!
Voilà mon taxi. Salut. Un nouveau taxi. Une merveilleuse flotte pour toi. Ah oui, super, merci. Plaisir. Puis prends place dans ton taxi et on y va. On y va. Salut Michel. Salut Michel, merci. Ça fait plaisir. Bon voyage. Pour enlever les billots du fond du lac, pas de solution miracle. Les rondins de bois sont remontés manuellement à la seule force du poignet. Bonjour! Salut. Salut Guillaume. Comment ça va, Marc-André? Très bien. T'as pas ta visite? Non, ben gentil. La bonne visite pour voir. Parfait comme ça. Tu vois, les bras t'en tombent. Tu dois t'être concentré. C'est rare qu'on a des belles filles sur notre fronton. Ça va, merci. Bon, ça vaut le coup que j'essaye ou pas? C'est chiant pour les autres, ça. Hein? Tu veux te l'essayer? Non, mais est-ce que t'as beaucoup de filles? Non, c'est sûr que c'est Des assez beaux rare. garçons. Moi, c'est rare que je sois enfermée sur un ponton avec autant de beaux garçons. Si, c'est gentil. Bon, ça, c'est une petite, ça va. Du premier coup? C'est du matériel de serial killer que vous avez là. Vas-y mal, lâche pas ma proie. Ah ouais, vas-y mal! Voilà. Écoute, on l'impressionne même pas à sortir des billes du lac, elle fait pareil chez eux. T'as une bûcheronne canadienne avec. Ben ouais. Quand est-ce que vous aurez fini dans ce lac-là? L'année prochaine. Encore toute une saison? Mais on travaille pas pendant 6 mois de temps sur le lac, là. On va travailler une période. Cette année, ça va ressembler peut-être à environ 3 mois. L'année passée, on a fait un bon 2 mois, certains aussi. Puis l'année prochaine, on va rajouter probablement un autre 2 mois. Parce que là, il va rester juste le petit nettoyage à faire. Elle marche en tabarnak! Incroyable! C'est incroyable! Ou n'importe quand. On dirait des ours au saumon. Ouais. J'avais pas compris où est-ce qu'on s'arrêtait, mais en fait, Oh, on s'arrête pas. c'est assez simple. Avant de couler. Attends, il fait pas du tout ce que je lui demande, là. Pour l'instant. Ah, ben, c'est ça, ce bateau-là. Si tu peux te pencher par là. T'as une rame, au cas où? Ah oui, c'est pas hyper facile à manœuvrer. Non, vraiment pas ça. On va y aller gentiment. Ça va, tu prends pas l'eau? Toujours garder le cap, bien important! Tu vas m'aider, là? Tu prends l'eau, là, vraiment? Voilà! Faut que je fasse machine arrière ou pas après? Non, aucune machine Ah, je suis pas arrière. bien, je suis pas bien. Bon, ça y est! Ça y est! Tout le monde a couvert! Ah ben, j'ai pas perdu ma gageuse. Bon. Raté. T'es déjà courageux de me laisser essayer. Hein. C'est pas facile, hein? T'as cru hein, que j'allais y arriver Ben là, à un moment donné, j'avais peur, mais c'est parce que tu t'en allais là. C'est pour ça. Déjà, j'ai visé le mauvais endroit. Je comprends mieux pour le gilet de sauvetage. Il ne reste plus qu'à décharger le bois en forêt. Du bois inutilisable qui sera brûlé. Et on recommence l'opération 6 fois par jour.
séjour s'achève à Montréal, la plus importante ville francophone d'Amérique du Nord. La majeure partie de la ville est située sur l'île de Montréal, en bordure du fleuve Saint-Laurent. Une métropole réputée pour sa qualité de vie et ses espaces verts. La ville, qui vécut longtemps du commerce des fourrures, devient un important port de commerce après la construction du canal de Lachine en 1824, qui permet aux navires de rejoindre l'Atlantique et la région des Grands Lacs. Montréal tire son nom du Mont-Royal, aujourd'hui le plus vaste espace vert de la ville qui s'étend sur une centaine d'hectares. Un beau refuge pour les insectes, les oiseaux, les petits mammifères et les humains qui viennent y admirer le coucher du soleil, prendre l'apéro et chercher le contact avec les animaux les plus craquants du lieu, les ratons laveurs. Vous êtes Claude? Oui. Enchanté, Anaïg. Enchanté. Je te cherchais. Oui. On m'a dit que tu faisais le guet pour les ratons laveurs. Ben oui, c'est ici que ça se passe. Ils sont pas mal... C'est ici la zone principale de nourrissage, donc c'est là que les gens se tiennent pour les nourrir. C'est là qu'ils attendent. On les voit pas là, pour l'instant, mais on les voit passer. Là. Ils sont cachés dans les buissons. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent l'occasion de se mettre quelque chose sous la dent. Et ils viennent toujours à la même heure? Bah, ils vont arriver vers début de soirée, quand il y a une clientèle qui va venir prendre son souper ici sur le Belvédère. D'accord. Essayer de se trouver un petit peu de petite bouchée. Puis après ça, ils vont rester pour toute la nuit. C'est inclus dans leur site d'alimentation régulier. Donc ici, les ratons, ils ont pris l'habitude de faire un tour sur le Belvédère, aller voir les poubelles, aller voir les gens. Donc ils ont de la nourriture pour beaucoup, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'achalandage ici sur le site. Jusqu'à la tombée de la nuit, le travail de Claude consiste à rappeler aux touristes émerveillés que les ratons laveurs restent des bêtes sauvages. Ah, faites attention, là, ça peut mordre quand même. C'est porteur de maladie. Là. Ouais, c'est vrai. Parce qu'elle est française, puis elle a jamais vu ça qu'elle en voulait en voir. C'est correct d'avoir des ratons, là. C'est juste que c'est quand même une distance. C'est quand même une distance à respecter. Ouais. Dans le parc, on a peut-être entre 100 et 200 ratons qui vivent ici. C'est vraiment la zone où les gens ont pris l'habitude de les nourrir et ça devient de plus en plus problématique. Donc, on est ici, nous, 3 soirs semaine, pour s'assurer que les gens ne sont pas trop en contact avec les ratons pour éviter qu'il y ait des transmissions de maladies, parce qu'ils sont quand même porteurs d'animaux sauvages qui sont porteurs de plusieurs maladies, parasites. Donc, on essaie d'éviter qu'ils soient en contact avec les humains. Et on essaie que les humains arrêtent de les nourrir pour qu'ils retournent à un comportement normal. Parce qu'ils ont la nourriture et l'eau nécessaires à leur survie ici dans la forêt. C'est juste que c'est beaucoup plus simple pour eux de venir quêter un peu la nourriture. Don't try to attract them. You can look at it, but don't try to attract them. Plus le jour décline, plus les ratons s'aventurent sur l'esplanade, avec un objectif, atteindre les poubelles. Chut, on recule. Chut. Tu vas passer ta soirée à le chasser comme ça, non, celui-là? Ouais, la poubelle est très accessible. Tu disais qu'il y a certaines personnes qui désactivent en fait le système contre les ratons laveurs, non? Oui, il y a des gens qui veulent rendre les poubelles accessibles aux ratons pour s'assurer qu'ils qu'il y ait à manger et qu'ils ne meurent pas de faim à cause qu'on ne puisse pas les nourrir. Donc, c'est vraiment le comportement du bon samaritain pour s'assurer qu'on va sauver tous les ratons en leur donnant de la nourriture. Mais c'est ça, les gens, ils prennent ça vraiment à cœur. Donc, c'est une problématique parce que ça mine tout le travail qu'on peut faire là, avec les ratons laveurs ici. Là.
Ils sont tenaces, hein. Tu pars à quelle heure? Vers 9 h. Et après? Après, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Oui, c'est prévisible, mais au moins on a réussi à empêcher la clientèle familiale du site et touristique d'être en contact avec les ratons. Puis peut-être qu'on va réduire quand même la quantité de nourriture disponible pour eux. Donc, il va en avoir moins qui vont fréquenter le site. Et tu penses que grâce à votre action, au fur et à mesure, ils vont se perdre l'habitude de venir se nourrir là? Je pense qu'il va toujours y avoir des ratons qui vont venir ici. Mais l'idée, c'est de réduire qu'ils perdent l'habitude de venir se faire nourrir. Ils vont trouver la nourriture où elle est disponible, mais si au moins on est capable de s'assurer qu'ils n'obtiennent pas directement de la main de l'homme, ça va être déjà une bonne partie de gagner. Comment résister à cette nourriture à portée de museau? Le retour à la vie sauvage des ratons laveurs du Mont-Royal me semble bien compromis. Mais ce voyage me conforte dans l'idée que les Québécois, conscients de la nécessité de préserver leur environnement, sont vraiment prêts à se retrousser les manches.